Et mon père m'avait dit non, styliste, non, ma fille va pas être styliste parce que dans sa tête, styliste c'est couturière. C'est vrai que Dieu, l'univers, comme tu dis, il va te donner toutes les ressources qu'il faut pour que tu avances. Mais si toi-même tu fais pas le choix sur ta vie et ta destinée, tu vas attendre pendant longtemps et tu vas te demander mais qu'est-ce que je fais et ça fonctionne pas. Le premier jour où je suis arrivée en France, je m'en rappellerai toujours. Mais dès que j'ai posé le pied, j'avais froid, je grelottais, je me suis dit wow. Ok, voilà, là ta vie elle va changer. Des fois je me demande mais pourquoi j'ai accepté de vivre ça et je me dis c'était obligatoire dans mon chemin parce que ça m'a fait gagner en force, en confiance. Et la période Covid m'a fait prendre conscience que aujourd'hui s'il se passe quelque chose, tu auras le regret, t'as pas vécu avec eux, t'es pas resté avec eux. Moi j'ai rien demandé à personne, je me sentais bien comme j'étais et c'était les autres qui me faisaient comprendre que j'étais différente. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à vraiment me retrouver entre j'étais mince, vous vous plaignez, je grossis, vous vous plaignez encore. Et dans tout ce parcours, je me suis dit mais tout le temps, c'était la remarque des autres qui avait un impact sur moi, ma personnalité. Et j'avais du mal à moi-même m'habiller. Et c'était même un déclic quand je suis rentrée en vacances et en repartant dans l'avion, je pleurais. Et le monsieur à côté de moi, il se dit, mais pourquoi elle pleure la dame? Ça va? Et finalement, du jour au lendemain, j'ai décidé de démissionner. J'ai démissionné et je suis rentrée. Et j'avais rien en partant, j'ai démissionné. Et si vous connaissez comment ça se passe en France, tu démissionnes, t'as le droit à rien en fait. Aime-toi comme tu es en fait. Peu importe, j'aime bien dire ton authenticité est ton plus bel atout. T'as personne comme toi sur cette terre. C'est joli ça. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et les big boss. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Talk Rock, le podcast qui t'incite à rêver, oser et créer. Aujourd'hui, nous recevons une multipotentielle, Chanda Akwe, qui est passionnée de mode, mais également de marketing digital. Nous allons donc explorer son parcours et nous allons également aborder une question d'actualité, à savoir le retour aux sources. Parce que Chanda, qui vit au Togo, a longtemps été de l'autre côté, comme on dit, avant de revenir. Alors, nous allons explorer ses motivations, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est revenue au Togo. Est-ce que finalement, elle est heureuse d'avoir opté pour ce retour ou est-ce qu'elle a des regrets? Quelle est sa vision de la mode puisqu'elle a une marque qui aujourd'hui fait beaucoup de bruit à Lomé et qui commence à s'exporter également. Nous allons évoquer ces différents sujets et comme vous le savez, le but c'est de vous inspirer, de permettre à chacun d'entre vous de tirer des conclusions qui peuvent être utiles pour son parcours et avancer sur le chemin de la vie. Nous allons donc attacher nos ceintures pour y aller. Ça va déménager, on va rentrer dans le monde, je dirais tonitruant ou peut-être un peu turbulent, en tout cas agité, mais dans le bon sens du terme de Chanda. Et c'est parti. Bonjour Chanda. Bonjour Régis. Comment te portes-tu? Très bien, et toi? En pleine forme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et aujourd'hui, nous allons te cuisiner un peu. D'accord. Mais t'inquiète pas, le feu sera doux. D'accord. on va essayer de comprendre un petit peu ce que tu fais, de comprendre tes motivations et surtout d'aller au fond de la question du retour aux sources. Oui. Qu'est-ce qui t'a ramené à Lomé? Est-ce que c'est un appel du cœur? Est-ce que c'est une raison un peu plus diffuse? Oui. Voilà, je pense que ça va être intéressant pour tous ceux qui nous regardent aussi parce qu'il y a pas mal de personnes de la diaspora dans notre audience et tu n'es pas sans savoir que beaucoup veulent rentrer. Certains hésitent, certains arrivent et sont encore un petit peu perdus. Toi, tu arrives quand même à construire ton monde depuis que tu es de retour, donc tu auras certainement des conseils également dans ce sens. Oui. Je peux te dire qu'il y a plein de choses à raconter. Ça, j'en doute pas. Alors, pour commencer, moi, j'aime bien explorer depuis le départ pour comprendre les personnalités. Parce que ça a toujours un impact sur la vie par la suite. Quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu rêvais de faire? Si je ne me trompe pas, tu as grandi au Togo
jusqu'à un certain âge, tu nous donneras les détails si tu veux bien, Oui. avant de partir vivre en France. Alors, qu'est-ce que la petite Chanda voulait faire plus tard? Alors, quand j'étais petite, en fait, faut savoir, j'étais une fan des Barbies. J'adorais jouer aux Barbies. Franchement, j'avais toutes les Barbies. La noire, la blanche, vraiment. Il y avait déjà la noire à l'époque? Oui, Barbie Christie. Elle s'appelait comme ça. Okay. Donc, j'aimais beaucoup styliser mes Barbies et j'ai commencé moi-même à coudre un peu les petites tenues pour mes Barbies parce que, comme j'étais ici, en fait, je suis née à Lomé. Oui. Et j'ai grandi jusqu'à mes 10 ans. Je suis partie à l'âge de je suis partie à mes 10 ans, le jour de mon anniversaire où je suis partie en France. Donc, comme j'étais ici, on m'envoyait souvent des poupées Barbie, les tenues, les accessoires qui vont avec. Donc, je me suis dit, pourquoi me limiter? J'ai commencé à coudre moi-même mes petites tenues pour mes Barbies. Et j'aimais beaucoup ça, en fait. J'aimais bien leur changer de look, voilà. Et je me rappelle que plus jeune, je disais à mes parents, je veux devenir styliste. Et là, j'avais dit ça à l'époque là. Et mon père m'avait dit, non, styliste, non, ma fille va pas être styliste, parce que dans sa tête, styliste c'est couturière, parce que c'est vrai que c'est un peu le terme et tout. Sauf que moi, j'avais une vision un peu plus large, un peu plus grande. Donc quand il m'avait dit ça, je me suis dit, ok, je vais mettre de côté ce petit rêve et je me suis dit, j'ai envie de devenir avocate parce que j'aime pas trop l'injustice. Mais au final, je me suis rendu compte, et c'était vraiment pas fait exprès, que je me suis retrouvée à être un peu styliste de ma propre marque et être modèle de ma marque aussi. Donc au final, on peut dire que j'ai réalisé un rêve de jeune fille. Bah oui, tu as réalisé un rêve de jeune fille et même peut-être d'enfant déjà, puisque toute petite, tu avais ce rêve. C'est pas fréquent que les gens réalisent leur rêve d'enfant. Oui. C'est vraiment pas fréquent. De toute façon, on le sait. Et si je me base également de façon empirique sur les invités que nous avons depuis plusieurs années, c'est assez rare. Donc, je pense que tu coches déjà une des cases du bonheur, quelque part, puisque tu fais ce que tu as toujours eu envie de faire. C'est vrai. Et est-ce que ce rêve, il était inspiré par quelqu'un dans ton entourage ou pas du tout? Entourage proche, moins proche, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont donné envie d'aller vers des métiers esthétiques, des métiers de la mode, ou tout ce qui tourne autour justement de la beauté? Franchement, dans mon entourage, c'est vrai j'ai des gens de ma famille qui sont aussi dans la mode et tout, mais en vrai, c'est pas forcément ça qui m'a poussée, on va dire, plus que, c'est vrai que c'était un rêve de jeune fille, et comme je le disais, je m'en rappelais même plus en grandissant, c'est parce que je me suis poussée vers ça parce que j'ai répondu à mon propre besoin. Et en répondant à mon propre besoin, je me suis dit, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui sont comme moi. Et c'est avec du recul, je me suis dit, mais tu te rappelles quand tu étais plus jeune, c'était ce que tu voulais faire. Donc on peut dire que si c'est le hasard, ça a bien concouru en fait au final à la réalisation de ce projet. Et ta marque, on va y revenir, déjà juste pour essayer de camper les choses. Ta marque, tu l'as lancée quand tu es revenu au Togo ou tu l'avais déjà lancée avant de rentrer? En fait, je l'ai lancée avant de rentrer définitivement. D'accord. En fait, on va dire que j'ai posé la première pierre pour me dire il faut que tu rentres. Ok, d'accord. Tu t'es motivé en la créant lors d'un de tes voyages à Lomé. C'est ça. D'accord. J'en parlerai un peu plus en détail dans la timeline, mais effectivement, on va dire que c'est comme une... Pardon. C'est quand on veut dire des vérités que ça. Vraiment, ça gratte. Mais en fait, on va dire plus que j'ai posé une graine à ce moment-là, que j'ai arrosé à ma façon. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut vraiment que j'arrose plus cette graine et que je la laisse grandir. Donc, on va dire que si on veut schématiser, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Tu as bousculé un peu les choses aussi. Oui, on peut dire ça comme ça. Parce que tu voulais rentrer, tu voulais te donner une raison supplémentaire et assez solide de revenir. C'est ça, exactement. Et je pense que c'est une bonne stratégie parce que ce soit pour revenir au pays ou pour faire autre chose, parfois on a besoin d'un stimuli. Oui. Et les gens ne se donnent pas toujours la peine de faire ça. Ils se disent, je vais laisser venir, les choses vont se faire. Et même si l'univers, Dieu, cette force qui nous gouverne, vous l'appellerez comme vous préférez, vous accompagne, je pense qu'à un moment donné, on a nous-mêmes notre mot à dire. Il faut poser des actes concrets pour dire, ok, vas-y, pousse-moi. Comme on dit chez nous, en fond, il faut porte la charge au niveau du genou, et puis on t'aidera à la mettre sur la tête. Oui, et effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que Dieu, l'univers, comme tu dis, il va te donner toutes les ressources qu'il faut pour que tu avances. Mais si toi-même, tu fais pas le choix sur ta vie et ta destinée, tu vas attendre pendant longtemps et tu vas te demander, mais qu'est-ce que je fais? Et ça fonctionne pas. Absolument. En fait, faut choisir et effectivement, faut se lever pour avancer vers là où on veut aller, en fait. Donc, absolument. Je vois donc que tu es quelqu'un qui sait prendre les choses en main. Et en tout cas, avançons. J'ai d'autres questions, mais avançons d'abord. Alors, tu es parti en France.
tu étais encore petite, t'avais quel âge? Oui, je suis partie le jour de mon anniversaire, j'avais 10 ans. D'accord, donc tu peux pas l'oublier de toute façon. Non, je peux pas oublier. Le jour de ton anniv. Ouais, je peux vraiment pas oublier. Et j'avais à peine 10 ans, on va dire ça comme ça. Okay. Donc je suis restée tout ce temps avec mes parents. Je suis partie vivre avec ma tante. En fait, elle était rentrée en vacances. Elle m'a dit, ah mais moi je te vois bien aller vivre à l'étranger, ça te dit? Et je disais, bah oui, j'étais petite, hein, mais je répondais oui. Mais toi, en fait, tu percevais pas tout ce que ça impliquait, quoi. Oui, effectivement. Un peu? Un peu, mais pas vraiment. Okay. En fait, j'ai toujours été un peu libre, on va dire ça comme ça. Et je me suis dit, bah, c'est vrai, je suis attachée à mes parents, mais ça me dérange pas d'aller vivre cette expérience. Je vais pas, c'est vrai, en partant, je me rappelle pas si j'avais pleuré ou pas. Okay. Je pense que je devais être tellement excitée, tellement contente que je pense pas que j'ai pleuré. Et je me suis dit, bah, go, on va vivre cette aventure et tout. Et voilà, et c'est vrai que le premier jour où je suis arrivée en France, je m'en rappellerai toujours. Je suis arrivée en septembre. Okay. Il faisait pas froid, c'était pas l'hiver. Mais dès que j'ai posé le pied, j'avais froid, je grelottais. Je me suis dit, wow. Ok, voilà. Là, ta vie, elle va changer et ça va plus du tout être la même vie. La réalité t'a rattrapé. La réalité m'a rattrapé et dès le début, j'ai su que ça allait pas être facile. L'euphorie a été glacée par le temps. Ah oui. Et pourtant, il faisait, je crois, 25 degrés, hein, mais j'avais froid. Oui, mais si t'es pas habitué à 25 degrés, c'est normal que ça paraisse beaucoup plus, en fait. Oui. J'étais vraiment, je me suis dit, oh là là, est-ce que tu es sûr que tu peux? Et dans la tête, je m'étais dit, ça va pas être facile, mais observe, tu verras. Ok. Et finalement, tu es resté quand même une vingtaine d'années. Oui. Tu as passé tout ce temps là-bas. Qu'est-ce que je vais pas dire en retiens, mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ou comment est-ce que ça t'a transformé au niveau de la personnalité? C'est vrai que tu es parti très jeune, donc ta personnalité n'était pas complètement définie. Oui. Mais il y a quand même, on sait que c'est jusqu'à 7 ans qu'un être humain vraiment se construit. Tout le reste après, c'est des couches qu'on rajoute ou qu'on enlève. Donc, il y avait quand même une bonne base de ta personnalité. Est-ce que elle a été modifiée par des événements positifs ou négatifs? Est-ce que tu as aimé vivre l'expérience française ou au contraire pas vraiment? Si tu dois faire, je veux dire, une analyse globale. Alors déjà, je pourrais dire que cette expérience est ce qui définit qui je suis aujourd'hui. Et c'est drôle, mais d'une manière ou d'une autre, je dirais que j'avais besoin de cette expérience. Okay. Ça m'a vraiment fait gagner en maturité parce que, comme je l'ai dit, dès le premier jour, j'ai senti que ça allait pas être facile. Je pourrais pas donner de mots, expliquer pourquoi, mais je savais que ça allait pas être évident. Et je peux dire que j'étais un peu, je suis comment dire ça, j'étais la seule fille de mes parents. En fait, j'ai des frères et sœurs, mais j'étais la seule fille. Donc, on va dire que j'étais quand même assez pourri gâtée, je peux le dire comme ça. Je demandais quelque chose, je savais que je l'avais assez facilement. Donc, tu faisais le bébé de la maison, quoi. Voilà, je faisais le bébé parce que je savais, j'étais la seule fille, quoi. Donc, j'en profitais bien. Et clairement, je peux dire que ça m'a fait vraiment prendre en maturité. Vraiment, je suis passée un peu de cette fille qui, je m'amusais, je profitais un peu, ou j'étais un peu pourri gâtée, à là, tu dois être responsable et tu portes le poids sur toi. Oui, je l'ai senti tout de suite. Et puis même auprès des gens avec qui j'interagissais quand je suis arrivée, parce que direct j'ai commencé les cours, direct, mais t'as un accent, tu viens d'où? Directement, pour moi j'avais pas d'accent. Voilà, c'était un choc culturel. Pour moi j'avais pas d'accent, je voyais pas de quoi tu parles, mais tu utilises des mots soutenus parce que ici c'est vrai que quand on est plus jeune, on parle d'une manière un peu plus soutenue qu'en France, où un langage, je peux pas dire, mais un langage un peu plus courant. Donc c'est vrai que un truc qui me marquait quand, par exemple, tu fais quelque chose. Quand t'es plus jeune, ici, on te disait, je vais te signaler. Ah oui, mais ça, on le dit toujours, je pense. Hein. Bon, un peu moins quand je regarde mes enfants, c'est vrai. Un peu moins, mais je disais tout le temps, je vais te signaler. Et quand je disais ça, on me regardait les yeux comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je disais, je vais aller te balance. Mais non, on dit balance. C'est ça que tu dis. C'est ça que je dis. Et c'est vrai que c'était un choc culturel. Donc, la barrière un peu de l'accent, à des attitudes. Parce qu'un autre truc aussi, quand j'étais ici, je sortais de la voiture. Je rentrais chez moi, je me baladais pas forcément dehors, je marchais pas. Là, faut prendre le bus, là. Hein. Oui, voilà, on va dire que j'étais un peu préservée dans mon petit cocon. Bien sûr. En France, non. Tu vois, très tôt, tu peux aller à la boulangerie. Ouais, ça responsabilise, hein. Voilà, tu t'es responsabilisé. Et je sais que je marchais lentement. Parce que je n'étais pas habituée à marcher. Et mes cousins, à l'époque, disaient, oh là là, Chanda, dépêche-toi, dépêche-toi. Okay. Mais ils pensaient que je le faisais exprès, alors que
Pas du tout, j'étais pas habituée à marcher vraiment vite parce qu'en France, tout le monde est pressé, tout le monde n'a pas le temps, on n'a pas le temps, c'est le mood. Et moi, je marche lentement, c'est en mode, ah là, elle prend son temps, mais c'est comme ça l'Africain, il aime prendre son temps, faire ses choses à sa façon. Donc c'est vrai que parce qu'il n'a pas les contraintes non plus, hein. Je veux dire, si demain on te dit que le taxi qui part de là à là, il arrive à 9h10 et qu'il s'en va à 9h11, tu vas voir que les gens vont commencer à être à l'heure. Ah oui. C'est parce qu'il n'y a pas ces contraintes-là que, évidemment, on se donne un peu plus de temps. Donc, oui, il y a ces éléments qui t'ont poussé à te prendre plus en charge ou à développer un peu plus de spontanéité, de maturité, je dirais, plus rapidement. Oui. Clairement, c'était ça. Et puis, même des décisions, bah, tu vas pas appeler tout le temps à l'époque, hein. Aujourd'hui, on a WhatsApp, on a Instagram, c'était pas le cas. Ah non, Internet, je me rappelle, fallait appeler à la cabine téléphonique. Mais bien sûr. Fallait acheter une carte téléphonique et tu composes. Et je me rappelle, c'était 7,50 €. Et sur le truc, il y avait la carte de l'Afrique et tout. Donc, tu appelles, c'était chronométré. Et tu as 20 minutes ou 30 minutes. C'est ça. Bien des sûr. fois, t'avais 5 minutes. Bien sûr, ça dépend. Donc, toutes les minutes, tu peux pas appeler comme ça, papa, maman, je me sens pas bien, je suis triste. Non, donc tu gagnes en autonomie et vraiment, on va dire que j'ai vraiment mûri d'un coup. Je pense que je suis passée du petit bébé de 9-10 ans à quelqu'un qui avait peut-être 3-4 ans en plus, quoi. Et au final, c'est ce qui me fait ma force parce que ces expériences, des fois, je me demande, mais pourquoi j'ai accepté de vivre ça? Et je me dis, bah, c'était obligatoire dans mon chemin parce que ça m'a fait gagner en force, en confiance et même de se dire, bah, je regarde, je me dis, waouh, je pensais pas que c'était possible et j'y suis arrivée. Donc, voilà. Après coup, c'est quand même un événement positif. Oui. Qui a eu des retombées constructives dans ta vie. Mais ça, c'est après coup. Pendant que ça se passait, je pense que tu n'as pas forcément toujours bien vécu ça, si je t'écoute. Hein. Oui. Aller entre les lignes, à des moments, ça t'agaçait un peu. Oui, agacer, c'est un bien grand mot. Ça te contrariait un peu. Oui, c'est pas de la contrariété, mais je subissais. J'avais l'impression de subir. Parce que finalement, je peux dire que c'est avec ces événements que je me suis rendu compte que j'avais quand même une force d'esprit. On va dire ça comme ça parce que, au vu de ce qui se passait, il y a certains qui auraient pu abandonner. Bah, t'es loin de tes parents, t'es pas avec eux, bah, t'es dans une autre culture, t'es pas chez toi, tu vis pas avec bah, la vie, papa, maman ou des petites caprices que tu fais avec eux, bah, ça sera pas la même chose avec une tata, avec tes cousins. Donc, oui, effectivement, j'avais l'impression de subir sur le coup, mais à aucun moment j'ai voulu faiblir. Genre, à aucun moment je me suis dit, bah, l'autre option, ça peut être tout simplement de rentrer, hein. Mais non. Et bien que je sais qu'il y avait d'autres gens qui me disaient, mais tu sais, si tu le sens pas, c'est parce que c'est pas évident ce que tu vis, tu peux rentrer chez toi. Mais c'était pas une option. Je sais pas si après. Tu as voulu aller au bout, en fait. Voilà, j'ai voulu aller au bout et c'est vrai que mes parents m'ont soutenu dans ce sens-là aussi. À chaque fois, ah non, c'est vrai que ils m'ont vraiment éduqué dans ce sens. Va, concentre-toi, va au bout de ce que tu veux faire. La vie, c'est pas toujours rose. Des fois, ça fluctue. Et au bout du compte, tu seras fier de ce que tu as accompli. Et c'est vrai que ça m'a vraiment boosté à aller encore plus au bout de ce pourquoi, on va dire indirectement, j'étais là. Ok. Alors, tu finis par t'adapter, tu avances, tu subis ce qu'il y a à subir, mais tu lâches pas et tu rentres. Mais avant de rentrer, je voudrais savoir quel a été le cursus. Qu'est-ce que tu as étudié? Qu'est-ce qui te passionnait en termes d'études, bien sûr? Est-ce que tu as étudié dans le domaine de la mode, ce qui est ta passion intrinsèque depuis toujours, ou tu es allé complètement dans une autre direction d'abord? Alors, moi, j'ai fait le CM2 au primaire, j'ai fait le primaire là-bas. Après, je suis passée au collège. Et ensuite, je suis passée, j'ai fait un DUT, j'ai fait un bac, et DUT marketing directement, commercialisation, technique commercialisation. Et je me rappelle, en fait, au début, je me cherchais un peu. J'hésitais un peu entre le côté littéraire, après les droits, et je me suis vite dit, oh là là, c'est beaucoup de boulot. Donc, je me suis dit, bon, écoute. Tu n'aimes pas les professions où il y a trop de charges de travail? Non, c'est pas ça. Ou c'est parce que tu es plus créative? Plus créative, je pense. Et je pense que je me suis dit, ça va être lourd. Est-ce que je suis prête à vivre ça? Et je me suis dit, non, j'ai plus besoin de créer, voilà. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais plus facilement dans quoi je me sentais plus à l'aise? Bah, c'était un peu plus, je suis plus à l'aise dans la communication et le marketing. Je me suis dit, bah, ceci dit, go. Et puis, mon père, il a toujours travaillé dans ça. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, à l'époque où il y avait Vivalet. Je sais pas si tu connais l'époque Vivalet. Bah, comme il faisait les campagnes pub pour eux, ben, je me rappelle, il ramenait des cartons, on avait des trucs de Vivalet, il gagnait des trucs. Donc tu espérais avoir aussi plein de boîtes de Cerelac et de Vivalet, mais ça n'a pas été le cas. Non, ça n'a pas été le cas.
du coup, je me suis dit, mais c'était sympa de travailler dans le... Enfin, quand on voyait lui travailler dedans, c'était super sympa. Je me suis dit, bah, pourquoi pas toi? Et je me suis dit, bah, Lego, hein, comment ça, et je me suis sentie bien. Je vois. Tu avais des souvenirs, des liens émotionnels avec la profession par rapport à ton père. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, Lego, on va dire, est-ce que c'était plus facile? Oui, disons ça comme ça. Ben, plus facile, généralement. Moi, j'aime bien dire que les choses sont faciles, surtout quand on les fait avec aisance. Ce qui est facile pour toi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ont dû galérer dans ta promo en marketing, pendant que toi, tu prenais beaucoup de plaisir. De la même manière, en droit, je pense qu'il y a des gens qui s'éclatent. Pour dire les choses très simplement, pendant que pour d'autres, c'est un fardeau. Tu vois, moi, je connais des gens dont les parents sont avocats. J'ai 3 amis comme ça au moins. Dans l'eau des enfants, il y en a qui ont suivi, qui voulaient le faire. Il y en a qui voulaient pas du tout. Et il y en a qui se sont frités avec leurs parents, mais qui sont allés en phase conflictuelle pendant longtemps. C'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas. Il y en a qui ont même fait 3-4 années de droit et qui ont dit à la fin, on va te dire la vérité, je vais pas y aller. Donc, je pense que la facilité dont on parle, c'est surtout, parce que quand tu fais ce que tu aimes, de mon point de vue, même quand c'est dur, mais tu lâches pas. C'est vrai. Tu dis, non, moi, je vais le faire, je vais y arriver, tu vois. Donc, il faut trouver, en fait, j'aime pas le mot case. Il faut trouver le chemin qui nous correspond. Moi, un peu comme toi, à un moment, quand j'étais adolescent, j'ai voulu faire du droit. Est-ce que j'ai vraiment voulu? On m'a dit un peu autour. Oui, je voulais un peu parce que j'ai dû voir 2-3 films à la télé, les gens en robe qui sont en train de plaider. Et comme, depuis toujours, j'aime parler, et qu'on m'a toujours dit, tu sais convaincre les gens, etc., je me disais, ouais, je vais être un bon avocat. Mais donc les tantes me disaient oui. Mais très rapidement, avant même la terminale, j'ai compris que ce serait complexe parce que, comme toi, j'aime la justice, mais il y a un problème. J'ai beaucoup de mal à être en désaccord avec ma conscience. Et quand j'ai compris que c'était un métier dans lequel il fallait apprendre à apprivoiser les désaccords avec sa conscience, j'ai dit non, ça ne va pas être moi. Je pense que je vais avoir beaucoup de problèmes parce que il y a des cas devant lesquels je vais peut-être lâcher un client ou des choses comme ça. Voilà, parce que même si le mec ou la personne, ça peut être une femme, est en tort, et ça, moi, c'est un peu compliqué. Donc, il faut se connaître aussi et savoir quelles sont ses valeurs au-delà des compétences techniques et des aptitudes qu'on a. Donc, tu fais marketing et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Chonda rentre alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le retour au Togo? C'était une évidence ou c'était pas une évidence? Bon, en tout cas, dans ma tête, quand même, depuis longtemps, je me suis dit que je devais rentrer en Afrique. Que j'avais commencé par le Togo, mais le Togo n'est pas forcément une finalité. Le Togo, c'est le retour aux sources. Mais quand, je pourrais pas dire que j'avais une date précise, où je me disais dans 10 ans, voilà, mais je savais que je devais rentrer à un moment donné. Comment ça s'est passé en fait? Pour répondre à ce que tu me disais tout à l'heure pour mon parcours, j'ai fini après mon DUT, j'ai fait une licence et je me suis dit bah j'ai pas d'expérience professionnelle à part mes stages, donc je vais travailler parce qu'on me le reprochait souvent en entretien, ah mais tu manques d'expérience. Je me suis dit bah écoute, fais une pause, profites-en parce que je trouvais pas d'alternance en fait et je me suis dit bah profites-en pour travailler et tu pourras valider ça prochainement. Bien sûr. Et il y en avait qui disaient, oh, mais tu vas commencer à rentrer dans le monde du travail, tu vas pas. Si tu commences à gagner de l'argent, tu vas oublier les études. Tu vas oublier tes études, tu voudras pas poursuivre. Mais moi, je me rappelle, mon père m'a dit, non, tu vas poursuivre après, ne te laisse pas. Et même moi, dans ma tête, je le savais. J'ai eu un déclic un jour dans un travail, je me suis dit, j'ai pas eu cette promotion parce que j'étais pas en master, parce que j'étais en licence et je me suis dit, bah écoute, tu retournes à l'école et tu vas le finir ton master. Donc je suis retournée à l'école, j'ai fini mon master. Et je suis rentrée, on va dire que j'ai fini mon master au moment de la période Covid, voilà. J'ai fait mon stage, j'ai terminé mon stage à la période Covid. Et la période Covid m'a fait prendre conscience que, t'as pas grandi avec tes parents. Tu rentrais en vacances, oui, tu venais les voir de temps en temps, mais là, aujourd'hui, s'il se passe quelque chose, tu auras le regret, t'as pas vécu avec eux, t'es pas resté avec eux. Et le Covid m'a vraiment fait prendre conscience, j'ai vraiment travaillé sur moi. C'est l'appel du corps, en fait. Oui, voilà, c'était l'appel du corps. Je me suis dit, bah là, dès que je finis mon stage et je valide mon master, rentre en vacances. Parce que quand tu finis, de toute façon, t'as pas forcément trouvé du boulot. Tu t'accordes un moment où tu restes au moins 2-3 mois. Resserrer les liens avec la famille. Voilà. Et je me suis dit, je peux pas, j'aurais des regrets si je rentre pas maintenant. Et effectivement, je suis rentrée décembre 2020 à la base pour faire 1 mois et demi de vacances. Et finalement, je me suis restée pratiquement 1 an. D'accord. Voilà, donc merci le Covid. Merci le Covid. Désolé de dire ça, je sais que ça n'a pas été une période agréable pour beaucoup de gens, mais c'est simplement qu'il y a toujours
deux côtés d'une pièce et pour toi, par exemple, ça t'a rappelé la fragilité de la vie. C'est ça. Par rapport à tes parents, puisque les parents prennent de l'âge, hein. Ouais. Et donc tu t'es dit, il vaut mieux que j'aille rester un peu avec eux. C'est ça. Et ça a été, on va dire, la petite ruse du destin pour te ramener C'est ça. par ici. C'est ça. Et du coup, quand je suis restée, j'avais pris mon billet, je devais repartir en février. Je suis rentrée en décembre, je devais repartir en février. Et en fait, à ce moment-là, tout était fermé en France. En fait, c'était vraiment... tout était... comment ça s'appelle déjà enfin, j'ai oublié. Quand tu rentres à une certaine heure, là, oui, bon, il y avait le confinement, voilà, il y avait le couvre-feu. Un couvre-feu, confinement. Et il n'y avait pas forcément d'opportunités pour le travail parce que beaucoup d'entreprises fermaient. Et ils ne savaient pas où ils allaient aller, surtout dans le domaine du marketing. C'était pas un métier qui était le plus important. Bah oui, mais c'est clair. Quand il faut faire des coupes, c'est généralement là qu'on commence. Voilà, c'est le budget marketing qui saute. Donc je me suis dit, pour l'instant, j'ai pas d'opportunité en France. Bien que je postulais, je me rappelle à l'époque, je postulais et tout était fermé, ça ouvrait pas avant plusieurs mois. Ouais, les gens recrutaient pas beaucoup. Voilà. COVID, et je passais des entretiens en distanciel et tout. Bon, voilà. Et finalement, j'ai eu une opportunité ici. J'ai commencé à travailler ici. D'accord. Et là, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas commencer à voir comment ça se passe le monde du travail au Togo, commencer à prendre mes marques. Et je pensais pas que ça allait bien se passer. Et ça t'a plu? Ça m'a plu. Je me suis dit, le temps que je suis restée, je me suis dit, en fait, je peux rester là, je peux vivre là. Parce qu'avant, je me disais, j'attendais que beaucoup de choses évoluent dans mon pays pour rentrer. Et bien, l'année, je suis restée. En fait, un truc primordial pour moi, c'était Internet. Parce qu'avant, je me rappelle, il fallait aller au cyber, se connecter. Bien Internet sûr. était fluide. Ça, c'était en 1800, ça. Non. Non, je déconne. J'ai connu ça, moi-même. Les cyber, où tu achètes une heure, tu mets le code, bien sûr. Parce que je pense que la période du cyber, c'est fini peut-être vers 2010-2011. Ouais, bon, un peu avant. Il y en a qui ont survécu un peu. Mais la fréquentation avait déjà baissé parce qu'il y avait des moyens alternatifs. Hein. Oui, c'est ça. Mais oui, bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Donc, t'es resté, ça s'est plutôt bien passé. Oui. Et est-ce que tu lances ta marque justement dans la foulée pendant que tu trouves du boulot ou pas du tout? Non, en fait, je l'ai vraiment fait à la fin de ton séjour en France. Voilà. D'accord. Donc, en fait, comme j'étais là, tout se passait bien. J'avais des amis qui étaient rentrés. Ils étaient au Canada, d'autres en France. Et je les voyais, ils étaient tellement épanouis. Je me suis dit, mais qui es-tu, toi, pour refuser les bontés de l'Éternel? Tu dois pouvoir te visualiser et peut-être te dire, tu peux rester. Et effectivement, cette année-là, en 2021, j'aurais pu me dire, je peux rester. Et je l'aurais pas mal vécu. C'est vrai que je suis partie, j'avais laissé mon appart, mais j'avais un, comment ça s'appelle, un box, j'avais pris un box. Ok, pour mettre tes affaires. Voilà, j'avais déménagé, j'avais tout mis là-bas. Donc, en fait, beaucoup de mes affaires étaient en France. Donc, il fallait quand même que je rentre mettre de l'or. Bien sûr, bien sûr. Mais à ce moment-là, j'aurais pu prendre cette décision de rester. Mais je me suis dit, tu sais quoi, il y a un goût d'inachevé en France qui est parti comme ça. Vas-y, va revivre ton expérience. Et bon, tu verras bien. Et c'est vraiment à la fin de mon séjour que, dès le départ, bizarrement, ma cousine et mon petit frère m'avaient dit, lance ta marque de mode. Je me dis, mais non. Parce que tu continues à en parler tout le long. Ils savaient que tu étais passionné depuis toujours de ça. Oui, en fait, j'étais passionnée, mais peut-être je me rendais pas compte à ce point-là. Mais il me l'avait dit dès le départ. Je me rappelle en janvier, il m'avait dit, mais fais-le. Et j'ai dit, non, il y a déjà beaucoup de marques. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me rappelle en plus, c'est ce que je lui avais dit. Il y a tellement de marques. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Non. Et comment, on va dire que Kunamili s'est dessiné au fur et à mesure du temps que je suis restée, c'est que j'ai commencé à me faire mes propres tenues, en fait. Je me rappelle, je suis allée au marché, j'ai trouvé un tissu d'un habit que j'avais acheté en France. Et la taille m'allait pas, donc j'ai renvoyé. Okay. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre, je retrouve le même tissu ici. Incroyable. Et j'en retrouve 1, 2, 3. Et je me suis dit, waouh. Ok, d'accord. Donc, j'achète le tissu, je me fais des petites tenues. Et à chaque fois, on me disait, finalement, t'as fait revenir tes affaires parce que je suis venue pour 1 mois et demi dans ma valise. J'avais à peine des affaires. Parce que bien sûr. Je ramène toujours des cadeaux, donc j'avais à peine 10 kilos d'habits. Je me suis refaire mes habits et donc mes amis savaient que j'avais un problème avec mes vêtements parce qu'à chaque fois, je les faisais revenir. Et je dis, non, pas du tout. C'est pas un vêtement que j'ai fait venir, que j'ai acheté en France, non. C'est une tenue que je me suis fait faire ici. Waouh, franchement, c'est joli. Tu devrais penser à commencer à faire quelque chose. Enfin, à mesure, j'ai dit oui, non, bof. Ça m'intéressait pas. Je me suis dit non, bof. Et je pars au Gabon pour le mariage d'une amie où je suis demoiselle d'honneur et je ramène dans ma valise, j'étais allée, on va dire, saper comme Jeanne, on va dire ça comme ça. À chaque fois. Oui, il fallait vraiment représenter le pays. Excuse-moi. Oui. C'est bien ce que je pensais. Le micro s'est éteint.
T'as vu, non? Je voulais pas t'interrompre, hein, désolé, c'est que je voyais plus le voyant, mais on l'a bien allumé tout à l'heure. Non, mais décidément, aujourd'hui, on a tous les problèmes techniques possibles. Mais pourquoi il s'est éteint? Ah, je sais pas. À quel moment en plus? Je sais pas. Peut-être concentré sur elle. Le tien aussi s'est éteint. Oui. Ah non, le tien n'était pas éteint? Mais c'est très bizarre. Peut-être c'est pas éteint depuis longtemps. Ah bah j'espère bien. Croisez les doigts. Bon, de toute façon, quand je parle fort, je pense que... Non, tu parles fort. Ouais. On se voit ici. Oui, bien sûr. Donc, De toute façon, si jamais ça c'était à nouveau, je mettrais juste celui-là Ok, au ici. milieu. Mais je sais pas du tout ce qui s'est passé, parce que là, en plus, il s'est pas rééteint quand on l'a allumé, donc c'est pas qu'il est déchargé. Non. Peut-être quand j'ai bougé. Ouais, peut-être que ça a touché le... Oui. Ouais. C'est peut-être quand j'ai bougé. Ouais, quand il y a les perles. Ouais, Ouais. exactement. Ouais. Tu peux juste reprendre, je suis allé... Au Gabon? Voilà, c'est tout. Ok. Donc, je suis allée au Gabon pour le mariage d'une amie où j'étais demoiselle d'honneur et dans ma valise, bah, j'étais venue pour représenter le pays, on va dire ça comme ça. Donc, c'est vrai que j'avais fait plein de tenues et tout et au fur et à mesure, on dit, mais non, c'est joli, on aime, on adore. Et bah là, quand je suis rentrée, bah, mes amis m'ont dit, mais t'as ton quoi, en fait, Shonda, lance-toi. C'est vrai que ça commençait à tourner dans ma tête. Je me suis dit, bon, peut-être c'est réel ce truc, il faut vraiment que je vois. Et je m'en rappellerai toujours, c'était un ami qui a une marque de t-shirt qui s'appelle Mémé. J'étais partie faire un shooting pour sa marque et à ce moment-là, je lui disais, bah en fait, j'ai une idée de quelque chose, mais je sais pas si j'ai envie de me lancer ou pas. Et je lui montre un peu et il me dit, mais Shonda, mais t'attends quoi? Lance-toi. Franchement, fais-le. T'as pas besoin de faire de grandes choses parce que moi, je voyais toujours les choses en grand. Ouais. Bon, maintenant que j'ai pas... Tu veux tout faire en XXL. Voilà. Sans jeu de mots. On va parler de la marque tout à l'heure. C'est ça. Donc, c'était pas XXL et dans mon état d'esprit, bah, je voulais pas le faire. Et il m'a dit, des fois, faut commencer petit et puis après, tu réajustes. Commence à faire quelques petits trucs et si ça fonctionne, bah, tu continues. Et c'est là que je me suis dit, ah, ok, c'est là que je commence à un peu plus voir comment je peux le faire dans le commun des mortels, on va dire ça comme ça. Oui, démarrer avec ce que t'as, ou t'es comme tu peux, quoi. Exactement. Et de ce pas-là, il me dit, bah écoute, je fais une vente privée dans 2 semaines, booste-toi, fais tout pour que tu le fasses. Jusqu'à 1 semaine, j'étais à 2 doigts de lui dire non, je vais pas le faire. Et finalement, je l'ai fait. Et j'ai reçu beaucoup de soutien de mes amis, de ma famille, qui m'ont dit, bah vas-y, go, Shonda, on te soutient et tout. Vas-y, ils ont même fait une cotisation sans que je le sache. J'étais en train de faire mes courses et une amie à moi, avec qui je travaille sur Kunamidi, me dit, bah tiens, avec les amis, on s'est fait une petite cotille pour t'aider. Bah tiens, et j'étais tellement surprise, je me suis dit, waouh, je n'y attendais vraiment pas. Et je me suis dit, bah, ça m'a encore plus confrontée. En fait, t'as fait du crowdfunding sans le faire, t'as pas demandé. Ils ont fait le crowdfunding pour toi. C'est ça. Ben, c'est plutôt, c'est un bon signe. Si tu lances une marque parce que d'autres personnes te disent, vas-y, qu'en plus tu es soutenu pour pouvoir la financer, au moins, je veux dire, sommairement pour démarrer, ça veut dire que la marque, elle est née déjà avec les bénédictions d'en haut. Oui, franchement, c'est vraiment le mot. C'est vraiment les bénédictions d'en haut parce que je m'y attendais vraiment pas. Je savais même pas qu'ils avaient fait une cotisation et j'étais vraiment très surprise. Et franchement, ça m'a vraiment propulsée, je peux le dire comme ça. Donc, ça m'a donné de la force. C'est ça, de la confiance en toi. C'est ça. Là, quand je me suis dit, ils croient en toi. Exactement. Eux, ils croyaient en moi. Je peux le dire au début, ils croyaient même plus en moi que moi-même. Et j'ai commencé comme ça. Ben, on va dire merci à ces amis-là. Oui, vraiment, merci à vous, des bisous, des bisous. Beaucoup de bisous. Franchement, que Dieu vous bénisse abondamment. Il en est ainsi. Voilà, on voit qu'elle est vraiment très contente. Elle l'évoque avec des étoiles dans les yeux. Oui. Ça se voit encore, un peu d'émotion. J'ai malheureusement pas de mouchoir à te donner, mais je t'éponge les joues, comme ça, en esprit. Non, mais vraiment. Non, ce sont de belles histoires, surtout quand vous êtes tiré comme ça. C'est aussi des signes, c'est peut-être tout ça qui t'a poussé aussi à revenir, parce que quand tu trouves dans un environnement de la bienveillance, ça ne peut que t'amener à te poser des questions. Oui. Et contrairement à un environnement où tu peux avoir de l'hostilité, ce qui n'était pas ton cas de l'autre côté, mais c'est-à-dire, ça a dû te marquer quand même. Oui. Ça a dû te marquer. Ah, t'es vraiment ému. Oui, ça se voit. Oui, ça se voit un peu. Ça se voit un peu. Oui. T'inquiète pas, ça ne coule pas. Non, ça coule le pas maquillage encore. est toujours intact. Le maquillage est intact. Tout est intact. Je vais passer à une autre question pour que ça ne coule pas. D'accord. Si tu veux, je peux aussi appuyer sur une question qui va mieux faire couler ça. Bon, c'est comme tu veux. On parle à cœur ouvert. Non, je suis pas sadique. Non. Alors, on va parler un peu de ta marque au niveau de l'essence et de la philosophie.
je ne sais pas s'il faut parler d'inclusion dans la façon de voir les choses ou plutôt d'universalité, mais tu travailles sur une palette de taille qui permet à toutes les personnes de se retrouver. C'est ça. C'est ça, quelles que soient les mensurations. Oui. Qu'est-ce qui explique cette volonté? Est-ce que c'est pour te différencier? Est-ce que c'est purement un argument marketing, un choix qui est issu donc d'un constat que tu as fait et qui serait donc totalement aligné d'un point de vue commercial, puisque tu es du marketing, ça pourrait se comprendre, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons derrière qui sous-tendent justement cette inclination? Il y a plusieurs raisons, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais super mince. Et même quand je suis arrivée en France, j'étais super mince. Et à chaque fois, on était là, oh, mais t'es super mince, pourquoi tu manges pas? Limite, on me disait, mais on dirait un squelette. Et surtout que les enfants sont méchants entre eux. Hein. Mais les enfants sont méchants entre eux, et même les adultes sont méchants avec les enfants. Mais les adultes, ils sont pas excusables. Non, ils sont pas excusables. Les enfants savent pas. Les adultes, je veux pas dire de gros mots, mais bon, bref, vous avez compris ce que j'en pense quand ils font ça. Donc c'est vrai que c'était pas évident parce que moi j'ai rien demandé à personne, je me sentais bien comme j'étais, et c'était les autres qui me faisaient comprendre que j'étais différente. Et j'ai grandi, d'un coup j'étais super grande tout le temps. Oh, t'es grande, oh t'es mince. Donc c'est soit t'es grande, soit t'es trop grande, soit c'est trop mince. C'est ça. C'est trop quelque chose. C'est trop quelque chose. Et quand j'ai commencé à prendre du poids, oh mais t'as trop grossi. Là t'es trop quelque chose encore. Voilà, je suis trop quelque chose. Et à chaque fois j'étais trop grande, trop quelque chose. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à vraiment me retrouver entre j'étais mince, vous vous plaignez, je grossis, vous vous plaignez encore. Et dans tout ce parcours, je me suis dit mais tout le temps c'était la remarque des autres qui avait un impact sur moi, ma personnalité. Moi, j'étais tranquille, j'étais bien. C'est vous qui me quand on te dit tout le temps t'es mince, ça peut te pousser à changer aussi des habitudes, etc. C'est ça. Bien sûr. Et donc, du coup, on va dire que ça m'a vraiment perturbée. Beaucoup, ou des fois même, t'es juste devenu un maître vivant, quoi. Oh, t'es grand, je peux me mesurer face à toi. Oh là là, mais t'as grossi, mais t'es... Bon, donc c'est vrai que toutes ces remarques, on se rend pas compte, mais ça touche. En fait, surtout quand t'es enfant, et que si je peux dire, j'ai eu un petit déséquilibre du fait que j'ai grandi ici et je suis partie vivre à l'étranger. Donc, j'ai pas encore eu le temps de retrouver cet équilibre, et toutes ces petites interactions me touchaient vraiment d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Donc, on va dire que j'avais toujours ça en tête. Donc, très vite, j'ai compris que j'étais un peu différente des autres. Soit j'étais trop mince, soit j'étais trop en forme, trop grande. Et j'avais du mal à moi-même m'habiller. Donc, ça veut dire même en magasin en France, pendant un moment, je galérais vraiment à trouver des pantalons super longs. Petite anecdote, je me rappelle quand je rentrais en vacances à Lomé, je trouvais des jeans ici, j'achetais des jeans ici, et je demandais au couturier d'enlever tous les plis du pantalon pour pouvoir me rallonger au maximum le pantalon. Et c'était vraiment limite, si je peux le dire, un traumatisme d'avoir un pantalon super sauté. Aujourd'hui, c'est à la mode, mais à un moment donné, c'était pas la mode. Oui, bien sûr. Et puis les remarques des autres, forcément, c'est sûr que ça vous inconforte d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Et le regard des autres, quand on est plus jeune, je pense que c'est encore plus difficile. En grandissant, ceux qui ont de la volonté arrivent à se bâtir une armure. Mais si tu as 14, 15, 18, 20 ans et que tous les jours, on te balance les mêmes remarques. À un moment donné, tu le prends et tu dis, c'est moi le problème. Et donc finalement, je ne veux pas dire détracteurs, on va dire ces personnes-là qui ont eu des avis pas toujours très courtois ni gentils, ont constitué quand même le socle finalement de ta marque. C'est ça, exactement. Comme quoi, il y a toujours du bon dans le négatif. Dans le négatif, si on sait le transformer. Oui, donc en fait, il faut savoir transcender. C'est ça. C'est le mot, il faut savoir transcender tout ce qui se passe en fait, de toute façon, de manière générale. Tu as fait de l'alchimie, quoi. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc, nous avons une styliste alchimiste qui a donc transformé les défis de la vie en opportunités. C'est d'ailleurs ce que doivent faire les entrepreneurs. Et du coup, tu as lancé en te focalisant sur ces particularités-là, c'est-à-dire tu fais plus de grande taille que de taille standard, ou tu fais les deux de façon équivalente? Les deux. En fait, je suis vraiment partie du principe où, comme avant, tout le monde essaie de me mettre dans une case, et je me dis, mais c'est difficile de se trouver. Pourquoi mettre tout le monde dans une case? Les marques ne répondent pas toujours à tous les besoins.
Et je suis sûre qu'il y en a d'autres qui sont dans la même situation que moi. Bien sûr. Elles sont grandes. Moi, typiquement, j'étais grande et mes formes sont assez atypiques. J'avais du mal à trouver des vêtements en magasin. Donc, c'est sûr que d'autres doivent souffrir comme moi. Et pourquoi se mettre dans une case? Que tu sois petite, en forme, que tu sois grande, tu dois avoir tout. Et moi, mon souci, c'était vraiment répondre aux besoins de tout le monde. Tout le monde. Je veux pas catégoriser, je veux que tout le monde se sente bien tel qu'il est. C'est vraiment le message que je porte derrière la marque. Super. Non seulement c'est quelque chose de noble, à mon sens, et je pense que beaucoup de gens partageront mon avis, mais il y a également un joli storytelling derrière, parce que ça part du vécu que toi-même tu as expérimenté. Et donc là, tu as vraiment les outils qu'il faut pour pitcher, séduire, communiquer, etc. Par contre, moi, j'ai une petite question technique. D'un point de vue rentabilité, business model, je crois savoir que les marques standardisent beaucoup parce que c'est plus simple pour faire du cash, pour dire les choses simplement. On se dit que sur 10 personnes, si on a 7 qui ont telle et telle mensuration, eh ben on va produire pour ces 7 personnes et on va pas produire pour les 2 personnes qui sont en dessous ou au-dessous parce qu'elles sont pas nombreuses à acheter. Du coup, lorsque toi tu décides de satisfaire de façon transversale un peu tout le monde, comment est-ce que tu t'en sors? Parce que tu dois faire du stock. Est-ce que tu fais que du sur-mesure? Donc là, on est dans un segment particulier de la mode. Ou est-ce que tu fais du prêt-à-porter aussi? Et si oui, comment tu t'en sors au niveau des tailles pour que ça puisse partir, se vendre facilement? Je fais les deux. Je pars plus sur le concept de prêt-à-porter et je fais du sur-mesure. Et c'est vrai que au début, au niveau des tailles, c'était un peu complexe. Donc, j'ai essayé de faire vraiment des tailles qui puissent s'adapter à tout le monde au début, au lancement. Mais au fur et à mesure, tu vois un peu les tailles qui reviennent le plus souvent et tu sais tu connais un peu plus ta clientèle en fait, ceux qui se commandent le plus. Donc, au début, ce que je faisais, j'essayais de pas faire autant de stock pour pas, tu peux te dire, j'ai tel tissu, je vais faire tel modèle. Au final, c'est pas des tailles qui vont se vendre. Donc, je faisais un peu au fur et à mesure. Et finalement, maintenant, je fais beaucoup plus de stock qui puissent répondre. Et je garde toujours en stock du tissu en me disant, il y a toujours des demandes particulières et tu peux toujours les ajuster. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Donc, tu as trouvé l'équilibre pour éviter de perdre de l'argent parce que sinon, tu fais des modèles qui vont dormir là, qui sortent pas. Et même si c'est pas périssable en tant que tel, c'est quand même de l'argent immobilisé. Et il y a une logique de rentabilité derrière. Exactement. Mais ça m'est arrivé de faire quand même des tailles qui sont toujours là. Donc maintenant, ce que j'essaie de faire, et c'est assez malin, je me dis, les tailles qui reviennent le plus souvent, c'est entre du L au XL, voire des fois double XL. Donc ce que je fais, comme c'est des tailles un peu standards, je fais souvent un peu plus de stock sur XL et du L. Comme ça, si c'est du XL et tu portes du L, je peux toujours te le réajuster. Si c'est du L et que tu portes du M, je peux te le réajuster. Et si c'est du double XL, de toute façon, soit il y a du stock, soit je peux te le faire sur du sur-mesure. Ça me laisse une bonne marge pour ne pas faire quelque chose. C'est en avançant qu'on connaît son marché et qu'on s'adapte. Ça me permet de rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure pour le souligner encore une fois. Il faut commencer. Vous n'aurez jamais toutes les réponses. Moi, je fais des études de marché qui sont très poussées dans certains domaines pour des clients, mais je leur dis toujours, on peut dépenser 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000, 50 000 euros dans une étude de marché. On n'aura jamais toutes les réponses. L'Oréal s'est gouré, si je me trompe pas, c'était L'Oréal dans les années 80, sur un produit en Chine, et c'était pour une question de couleur. Je sais plus si c'était un parfum ou quoi, parce que c'était du rouge. Oui, c'était bien L'Oréal, je pense. Et il y avait une connotation un peu nouveau riche et type en Chine par rapport à la couleur rouge dans cette période. Je sais plus trop pourquoi. Du coup, le produit ne s'est pas vendu à la cible qu'ils visaient. Ils visaient, et finalement, ce sont des parvenus, un peu des wannabes qui achetaient ça, et ça a tué le produit. Donc, vous ferez forcément des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas faire d'études de marché, qu'il faut pas faire de sondage, mais il faut écouter son marché et s'adapter au fur et à mesure. Très important. Donc, tu as eu ces quelques, je vais dire, galères entre guillemets au début. C'est fait partie des galères du business. C'était d'ailleurs ma question, les défis, donc, l'adaptation des tailles, le fait de pouvoir mesurer les quantités à faire pour telle ou telle taille. Est-ce que tu as eu d'autres difficultés particulières quand tu as lancé la marque? Oui, quand même. Quand tu es revenu définitivement à Lomé, et que puisque là, t'es parti, t'es resté un peu, t'es revenu. Oui, c'est ça. Je suis parti fin 2021 et je suis revenu définitivement en juin 2023. Ok, d'accord. Voilà. Je t'ai donné 18 mois à peu près pour préparer le retour. Et c'était même un déclic quand je suis rentrée en vacances et en repartant dans l'avion, je pleurais.
Et le monsieur à côté de moi, il se dit, mais pourquoi elle pleure, la dame? Madame, ça va? Parce qu'il se demandait si j'avais pas perdu quelqu'un. Bah oui, bien sûr. Mais j'avais juste l'impression qu'on a arraché mon cœur. Ouais, voilà. En fait, j'avais l'impression que je laissais une partie de moi et c'était contre mon gré. Et je me suis dit, tu peux pas subir ta vie, en fait, à un moment donné. Faut prendre les décisions. Faut prendre les décisions. Et j'attendais d'avoir tout préparé. Je me dis, si je dois rentrer, faut que je trouve un job. Il faut que j'ai au moins X 1000 euros d'épargne au cas où. Je me dis, il fallait que je fasse ci, que je fasse ça. Et finalement, du jour au lendemain, j'ai décidé de démissionner. J'ai démissionné et je suis rentrée. Et j'avais rien en partant. J'ai démissionné. Et si vous connaissez comment ça se passe en France, bien sûr. Tu démissionnes, t'as le droit à rien, en fait. Ceci dit, je ne vous conseille quand même pas de faire ce que j'ai fait. C'est ça. mais après, toi, t'as suivi le cœur. Voilà. Et puis, comme on dit, ce que vous voulez est souvent de l'autre côté de la peur. Il y a tellement de grands penseurs qui l'ont dit. On va pas réinventer l'histoire. C'est pareil. Tout ce qui vous fait peur cache un trésor. C'est ça. Après, évidemment, il y a des situations plus risquées que d'autres et chacun mesure et voici, il est prêt à assumer les conséquences. Moi, je me jette seulement dans les trucs. Quand j'ai la conviction, attention, c'est pas que faut avoir un petit repère. Moi, mon intuition, c'est mon repère. Chacun a le sien. Mais je crois que tu as quand même suivi ton cœur et le fait d'avoir retrouvé ta famille, c'est certainement un des éléments qui t'arrachaient le cœur, comme tu disais, en repartant. Tu avais repassé du temps avec eux. Maintenant, tu repartais, c'était peut-être comme un deuxième départ encore, tu vois. Et là, c'est plus dur parce que tu n'es pas petite. Oui, je suis adulte. Tu es consciente de beaucoup de choses. Et pourquoi je m'impose ça? En fait, c'était vraiment parce que tu peux décider toi-même. Exactement. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut prendre une décision et il faut le faire. Et je l'ai fait. C'était pas évident quand même. Et t'es revenue? Oui, je suis revenue en juin 2023. Okay. Donc c'est vrai que pour répondre à ta question, depuis que je suis revenue, j'ai eu pas mal de difficultés parce que déjà, pour moi qui ai grandi à l'étranger, c'est vrai que je comprends la langue, mais je parle pas forcément. Déjà ça c'est un petit frein parce qu'ils te voient arriver, ils se disent elle fait blim blim blim, c'est comme ça. Oui, comme on dit, comme on dit, elle fait choco, elle fait la française, la benguiste. Alors que pas du tout. Si, c'est vrai, quand je t'ai rencontré tout à l'heure, tu voulais faire la benguiste. Non, je voulais pas faire la benguiste. Mais je blague, je te charrie. Écoute, moi-même, j'ai tellement entendu des gens me dire ça quand je suis rentré que... T'es habitué. Ouais, il faut juste comprendre que parfois, je crois qu'il y a un complexe dans les deux sens. Oui. Ceux qui reviennent ont l'impression parfois d'être jugés. Oui. Ceux qui ne sont pas forcément allés dans un autre univers, on part déjà du principe que les autres vont vouloir prendre le dessus sur eux ou essayer de les impressionner. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas totalement tort parce que il y a quand même, il faut qu'on soit honnête, il y a une bonne partie des repats. Je parle pas de ceux qui sont nés, ont grandi en France. Eux, quand ils arrivent, c'est normal. Ils connaissent pas votre pays. Moi, j'ai de la famille, des gens, ils sont nés là-bas, ils ont vécu là-bas tout le temps. Quand ils rentrent en vacances, ils vont parler avec quoi? Leur accent de là-bas. S'ils donnent 1000 francs, qu'on lui dit, il n'y a pas la monnaie, il va trouver ça bizarre. Il a jamais entendu ça là-bas. Il n'y a pas la monnaie. Donc, c'est compréhensible. Par contre, ceux qui sont restés ici, ils vont et viennent. Même ceux qui sont allés juste pour les études supérieures. Moi, j'ai des gens, des promotionnaires, qui sont, je veux dire, ils font plus. Je vais utiliser une expression bateau et presque vulgaire, ils font plus les blancs que les blancs. Donc il y a beaucoup de gens qui reviennent avec un a priori ou un complexe de supériorité. Ça c'est vrai. Et ça braque ceux qui sont sur place. C'est vrai. Donc il y a à un moment donné l'attitude du grand nombre qui finalement va te desservir si toi tu es quelqu'un de plutôt simple. Simple, c'est ça. Donc après on s'adapte, t'as vécu ça un peu difficilement je suppose. Oui, parce que il y avait un peu ce rapport de force que tu dis. Il y a aussi le côté où ils se disent des fois je suis là, après, ils vont parler entre eux en se disant que c'est sûr qu'elle comprend que tu comprends pas la langue, et ils vont dire des choses et je leur réponds et je leur dis mais tu sais que je comprends en fait. Et il y a ça aussi. Après, un autre problème, moi, dans ma personnalité, je suis assez, comment dire ça, hypersensible, on va dire ça comme ça. Donc, des fois, quand j'ai l'impression que je vais faire quelque chose à quelqu'un, je le ressens déjà pour la personne. Donc, des fois, quelqu'un la plupart sont plus âgés que moi, tu viens de faire quelque chose, je dois te rappeler à l'ordre. Ça me fait bizarre d'avoir à gronder mon aîné. Mais donc, du coup, à un moment donné, je suis un peu faut que je gère ça, mais j'essaie de le gérer. Si tu ne recadres pas poliment quand même, les gens vont un peu en abuser. Ils vont en abuser. Mais nous, dans la culture africaine, si tu respectes tes aînés, donc c'était un peu difficile ce rapport-là. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ma belle,
t'as ton argent en jeu. Lui, il s'en fout que t'aies gaspillé ton argent. Donc, si tu dois le rappeler à l'ordre, tu dois le faire. Au début, c'était un peu difficile. Et je me vois de la Shonda qui est arrivée en 2023 à maintenant. Franchement, c'est pas qu'il n'y a pas d'émotion, hein, mais je me dis, bah, c'est 2 sacs de sentence. Ouais, mais c'est clair, c'est important. Ouais. Non, il faut fréquenter les plus jeunes. Parce que ce que tu dis sur le droit d'aînesse, là, eux, ils ne connaissent plus ça. Ah, non. Gen Z. Les Gen Z de nos pays, là, ils connaissent pas ça. Ah, non. Donc, il faut les fréquenter un peu parfois. Non, je les fréquente maintenant. Donc, du coup, j'ai compris et il faut apprendre un peu de la Bon, Gen Z. ils exagèrent, mais il y a du bon à prendre. Ouais, il y a du bon à prendre chez eux. Ils veulent de la liberté, ils veulent décider par eux-mêmes. Il y a quand même des éléments qui sont louables. Voilà. Ouais. Et tout n'est pas à jeter. Non, tout n'est pas à jeter. Donc, du coup, effectivement, bah, il y a tout ça et ça a beaucoup concurré aussi. Au début, des fois, je suis là, je me dis, et si peut-être que c'est pas pour toi, faut peut-être abandonner parce que en fait, faut vraiment avoir le cardio. Faut bouger parce que il y a des exigences que toi tu peux avoir que les personnes avec qui tu travailles n'ont pas. Oui, c'est ça. Sur des petits détails. Et c'est vrai que même sur les gros détails. Oui, même sur les gros détails. Même si ce qui n'est pas de détail aussi. C'est dur, hein, les ressources humaines. Tous ceux qui passent dans le podcast disent quelque chose que moi-même j'ai expérimenté. Dès que tu es entrepreneur, c'est clair et net, la ressource humaine, ça va être un casse-tête pour toi. Ouais, non, c'est vraiment un casse-tête parce que des fois on n'est pas aligné sur ce qu'on veut. Toi, t'as ta vision et ils ont leur vision. Et sur des petits détails, c'est vrai que bah en ayant vécu à l'étranger, c'est vrai que je suis très piquée sur les détails. Bah bien sûr, la rigueur. Les petits détails. Par exemple, bah moi dans ma tête, c'est vrai que c'est un problème que j'ai des fois avec les artisans. Ils me disent telle date, moi je reste sur la date que tu m'as dit. Tu vas me livrer ce truc. Et ça c'est une date, c'est même pas indicatif. C'est une réponse. Tu voulais une réponse, non? Il m'a donné la réponse. On rigole, mais c'est quand même un problème. Non, c'est un problème. Parce que moi, quand tu me dis, par exemple, bah, ma tenue va être prête tel jour, moi, j'ai le temps de vérifier, je laisse toujours un petit jour tu informes le client. J'informe le client, la tenue sera prête tel jour. Et en fait, non, des fois, ça, c'est pas un jour, c'est une semaine, 2 semaines. Il faut mettre une marge de 10 jours. En espérant encore qu'entre-temps, le téléphone n'ait pas été éteint, perdu. C'est ça. Non, mais c'est compliqué. On s'adapte. Moi, au début, c'était des petits trucs qui me faisaient mal parce que j'avais l'impression que je me décrédibilisais auprès des clients. Bien sûr. Tu me dis, mais tu m'as dit ça. Ah, bah non, en fait, c'est ta marque. Hein. Ouais, c'est ma marque. C'est mon image, c'est moi qui ai mise en avant. Vous êtes en backstage, on vous voit pas, mais c'est moi qui prend tout. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais bon, on va dire que on avance, on évolue. Des fois, on régresse un peu, mais on avance quand même. C'est le plus important. C'est le plus important. Le pire, c'est le surplace, donc ça va. Oui, donc on avance. C'est le plus important. En tout cas, pour moi, j'ai fait un grand bond, donc je suis contente par rapport à ça. Alors, est-ce que tu envisages à un moment ou à un autre de te consacrer exclusivement à ta marque ou pas du tout? Parce que actuellement, tu travailles dans le marketing digital, d'accord, dans une entreprise. C'est ça. Et tu gères en même temps ta marque. Donc, tu es entrepreneur et en même temps, tu es sur d'autres fronts. Ça doit pas être simple à gérer tous les jours. Est-ce que, justement, tu penses à un moment passer exclusivement entrepreneur à temps plein? Est-ce que tu attends un signal? Est-ce que tu attends d'atteindre un chiffre d'affaires donné ou un volume de commandes? C'est quoi le déclic que tu attends? Franchement, ou tu veux rester comme ça parce que tu aimes beaucoup ce que tu fais de l'autre côté aussi? Alors, si je peux répondre à ta question, à la base, quand j'ai quitté la France, c'était vraiment, je me suis consacrée à ma marque. Je me suis dit, je suis là, elle a du potentiel, je l'ai vu le potentiel, il faut que je lui donne un coup de boost. C'est ça. Et je m'étais dit, je vais me consacrer que sur moi-même, je vais être mon propre patron tout le temps, voilà. Et en fait, j'ai eu une opportunité l'année dernière qui s'est présentée à moi. À la base, j'avais dit je voulais pas travailler. Et en fait, le projet m'a tellement parlé et je me suis dit j'aime les challenges, j'ai envie de contribuer. Go. Donc je me suis retrouvée au final de moi qui gérais à plein temps ma marque, au final à patauger pas patauger quand même, mais à dîner. Voilà, c'est ça, entre les deux. Donc on va dire que c'est vrai que c'est pas du tout évident au quotidien, mais comme ça me challenge, j'aime beaucoup. Bon. Pour l'instant, on va dire, je suis challengée, donc tu laisses venir. Je laisse venir les choses, j'observe, je laisse les choses se faire comme elles doivent. Et quelle est la plus grande fierté aujourd'hui que tu as au niveau de ta marque? Alors, j'en ai pas mal. Déjà, c'était qu'à la base,
ça s'appelle Queen Amivie, donc c'était à la base que pour les femmes. Oui. Et au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait de la demande auprès des hommes. Donc j'ai lancé King Kwame qui est pour les hommes. D'accord, King Kwame et Queen Amivie. C'est ça. C'est comme Barbie et Ken en fait. Donc finalement, tu vois que inconsciemment, tu es resté influencé par. D'accord. C'est vrai, c'est vrai. Et je fais des tenues qui matchent entre Barbie et Ken. Ah, mais c'est pas mal ça. Made in Africa. Made in Africa. C'est ça. On va les appeler, c'est mieux. Amivie et puis Kwame, voilà. C'est ça, Amivie et Kwame. Amivie et Kwame. Donc on va dire que c'était la première fierté quand je suis rentrée à Lomé, c'est ce que j'ai fait. Et des petites fiertés au quotidien, ça peut être quand je vois des clientes qui des fois elles me voient porter des tenues et elles me disent mais je m'imaginais pas porter ça comme ça, mais quand je te vois j'ai envie d'avoir cette tenue. Pour moi c'est une fierté, c'est une très grande fierté parce que ça veut dire que je suis en train de répondre à leurs problèmes. Ouais, c'est ça. Comme je le disais plus tôt, au-delà de vendre des vêtements, c'est vraiment ce chemin, ces petites voies que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune. C'est ça que j'insuffle à tout le monde qui achète. En fait, je me dis, aime-toi comme tu es, en fait. Peu importe, j'aime bien dire ton authenticité est ton plus bel atout. Il n'y a personne comme toi sur cette terre. C'est joli, ça. Donc, il faut que tu t'acceptes tel que tu es. Donc, en fait, c'est vrai que si je peux dire, le message derrière, c'est vraiment aime-toi dans toute ton unicité. Vraiment, aime-toi tel que tu es et personne ne peut te le dire si ce n'est pas toi-même. Donc, à chaque fois que que je prépare un colis, je laisse toujours un petit mot personnalisé. Tu vois, si je te connais, c'est vrai que je vais bien personnaliser, mais si je te connais pas, au vu de nos échanges et comment tu parles avec moi, je sais que je te fais un petit mot toujours adapté à la personne. Donc, c'est vrai que c'est un petit truc, tu vois, ça fait la diff. Parce que c'est vrai, je te vends ton vêtement, je gagne de l'argent, oui. Mais derrière, il y a un autre message. C'est normal, c'est un échange. Oui. Tu travailles, tu produis, tu crées, tu réfléchis. Donc, évidemment, il faut bien qu'en retour, que tu aies une compensation. C'est ça. D'accord? Et que tu sois payé. Mais on va le dire, on n'a pas peur des mots. Non. Mais j'aime beaucoup le gratuit. Le gratuit, il y a rien de sérieux qui soit gratuit. Rien d'authentique qui soit gratuit. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, c'est pas la peine de venir dire en commentaire, Facebook, c'est gratuit, c'est gratuit. Rien n'est gratuit. Si on vous explique un business model, vous saurez qu'il y a toujours quelqu'un qui paye quelque part. Même si c'est pas toi-même directement, quelqu'un paye pour toi. Donc, tu as une véritable mission. Je pense que c'est quelque chose de suffisamment noble pour que les étoiles continuent à s'aligner pour toi, que le ciel t'accompagne sur ce chemin, parce que l'amour propre, la confiance en soi, la fierté, c'est quelque chose d'important. Et moi, ce sont des principes qui me tiennent à cœur. Et d'ailleurs, vous le savez, dans la philosophie rock, rêver, oser créer, on parle beaucoup de développement personnel, on parle beaucoup de prise de conscience de son potentiel, prendre conscience de son potentiel et se résoudre à l'exploiter au maximum. Et ça va aussi avec l'image, c'est pas que dans la tête. Si tu es bien dans ta tête, tu dois être bien dans ta peau. C'est pas bien dans ta peau, tu pourras pas être à 100% bien sur le plan psychologique, émotionnel, etc. Donc, acceptez-vous comme vous êtes, portez du Queen Amivie, du King Kwame. D'accord? Je fais un petit peu la promo, mais sachez que je vais être payé juste après, rien n'est gratuit. Non, c'est pour rire. C'est vraiment un très beau projet. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Merci. Et avant qu'on ne se quitte, je voudrais te poser encore 2 petites questions. La première est la suivante. Est-ce que ça t'arrive de regretter d'être rentré au Togo? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, j'aurais franchement pas dû faire ça? Ou pas du tout, jamais? Non, ça peut arriver des moments de doute, mais pas de regret. Ok. Pas de ras-le-bol qui pousse à ce point, quoi. Non. J'ai des fois, tu doutes un peu quand, c'est normal, c'est l'environnement, le mood, quand des fois t'enchaînes beaucoup de, comment dire ça, désagréments, et tu te remets en question, et c'est normal de se remettre en question tout le temps, c'est ça même qui te pousse encore plus te renouveler. Mais pas de regret parce que je me suis dit, en partant, je perds rien à rentrer. C'est vrai, il y a mes parents qui sont là, je vais profiter, et déjà ça, c'est priceless en fait, ça n'a pas de prix. Bien sûr. Je peux me dire que je suis sans regret si je leur souhaite longue vie, mais je sais que j'ai rattrapé d'une manière ou d'une autre le temps perdu. C'est ce qui te tenait à cœur en fait. C'est ce qui me tenait à cœur, et je me suis dit, tu peux tomber 10 fois, mais si tu décides de te relever, tu te relèveras. Toujours. Et si tu le fais pas, tu vas vivre avec des « et si ». Eh ben non, je l'ai fait. Et si maintenant, au final, je me dis, bon, j'ai fait mon temps là, j'ai envie de rentrer en France, je pourrais rentrer tranquillement. Au moins, je sais que je vis pas avec un regret. Donc,
pas de regrets, des moments de doute et c'est normal. Et franchement, je suis très contente d'être là. Même si des fois c'est pas évident, je peux jamais dire à quelqu'un c'est tout beau, c'est tout rose. Mais aucune situation, même rester là-bas ou ailleurs, il n'y a pas que des jours roses. Hein. Ah non, nulle part. Hein. Nulle part. Et ça fait toujours du bien d'être chez soi. Ça fait toujours du bien d'être chez soi. C'est-à-dire que j'aime beaucoup voyager, même du fait que je sois là, je veux bouger un peu, aller à côté, Cotonou, Abidjan, Accra. Mais c'est vrai que ce sentiment quand tu rentres ici, il est inexplicable en fait. Tu vois, tu t'auras bien aimé te balader partout, mais quand tu rentres, t'es chez toi. Surtout que toi, ça t'a manqué. Hein. Oui. T'es resté longtemps. C'est ça. Et donc, t'as combattu le et si tu n'as pas voulu. Comme on dit, comment on disait petit. Tu vas te retrouver au village de si je savais. Et si, voilà. Il y a un truc qu'on disait là. Et si je savais. On dit si. Je ne connais plus la formule exacte, ça m'échappe, mais une manière de dire que si tu fais un peu, t'es dans le doute, etc., que tu te décides pas, tu vas arriver au village de si je savais. Et il y a, je sais plus quel rappeur qui a dit aussi quelque chose qui m'a marqué, mais je oublie son nom, avec des si. On fait pas grand chose, on coupe juste du bois. Voilà. Pour dire que, on fait pas grand chose, quoi. Et tu as bien fait de suivre ton intuition. Je suis content de savoir que tu passes des moments agréables, que tu arrives à gérer aussi des moments où ça va un peu moins bien. Le bonheur absolu n'existe pas. Non. C'est une douce illusion, disait un moine chinois, pour perdre un petit peu les gens, parce que en réalité, quand on poursuit le bonheur, on poursuit du vent. Oui. Le bonheur qu'on nous vend, j'ai pas fait exprès. Hein. Un petit jeu de mots. Le bonheur qu'on nous vend n'existe pas parce qu'on est derrière un idéal qui voudrait qu'à un moment tous les signaux soient verts. Oui. Ben, c'est impossible. La vie en elle-même est dualité. Tu as la nuit, tu as le jour, tu as chaud, tu as froid, tu as le bien, tu as le mal. Donc le plus important, comme il disait, et moi c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est d'apprendre à être en paix avec ses émotions. Oui. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais pour accepter les bons moments et les mauvais moments? Parce que de toute façon, il y en aura. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense que on pourrait retenir ça de notre échange, parce que on le lit à travers ton histoire, et tu viens de le dire, c'est pas rose tous les jours, mais j'estime que ça vaut le coup. Oui. J'estime que c'est quand même préférable d'être chez moi. Oui. Pour l'instant, en tout cas, je suis bien là. Oui. Je reste là, j'en profite et je ne cherche pas à voir tous les signaux verts. Ça ne sera jamais le cas. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Même ceux qui pensent qu'avec l'argent, on peut tout acheter. Je ne vais pas vous contredire si c'est votre compréhension de la vie, mais même à ce moment-là, il faut demander à Bill Gates ou à Dangote si tous les signaux sont verts. On a vu Dangote il y a quelques mois quasiment pleurer devant la caméra parce que on lui causait tellement d'ennuis au moment où il a lancé sa raffinerie, et ça venait de l'intérieur, pour le dire. Donc merci beaucoup pour ton partage sincère, et pour finir, je voudrais que tu donnes un conseil à toutes les personnes qui ont envie de rentrer, qu'elles soient en France, en Italie, au Canada, au pôle Nord, en Irak, en Ukraine. C'est pour dire ceux qui sont dans les foyers chauds ou ceux qui sont dans les foyers un peu plus doux. Peu importe. Qu'est-ce que tu pourrais te donner comme conseil sur la base de ton expérience? Ceux qui hésitent, en fait. Oui, ceux qui hésitent. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, déjà, c'est de vraiment vous faire confiance. Il faut oser prendre des risques. Mais tout ne sera pas rose. Mais quand je le dis, il faut d'abord... Non, pardon. Est-ce que je peux recommencer? Oui, vas-y. Il n'y a pas de problème. Ok. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, pour ceux qui veulent rentrer, je vous conseillerais d'abord d'oser. Il faut oser. Et derrière votre peur, il y a toujours quelque chose qui sera là pour vous rattraper. Mais au-delà de ça, je vous conseille d'abord de vous renseigner là où vous voulez aller, sur comment ça se passe dans le pays. Si vous avez la possibilité de faire une période test, vous pouvez rester un peu, vous renseigner, voir comment vous vous sentez. Et là, dès que vous êtes prêt, sautez le pas. Mais il faut vraiment oser, regarder, renseignez-vous. Franchement, c'est important. Et si c'est la peur, sautez. En fait, il y a toujours un monde magnifique qui se cache derrière la peur. Voilà. Merci beaucoup pour ces mots qui viennent du fond du cœur, et vous aurez donc compris que la présence de Chanda sur ce plateau dans cette émission
est totalement justifiée parce que ce qu'elle vient de partager correspond à notre vision. Elle a parlé d'audace. Il faut oser. Avant d'oser, il faut rêver. Elle a rêvé, elle a eu cette vision, elle voulait rentrer pour des raisons personnelles. Chacun a ses raisons. Donc elle est partie du R, qui est le rêve. Elle est passée par le O, l'audace, et elle a abouti au C, créer. Parce que bien sûr, quand on saute le pas, il faut encore créer les conditions pour pouvoir rester, tenir malgré les difficultés, etc. Donc le O, je vous le dis souvent, c'est le trait d'union entre le R et le C. L'audace, c'est vraiment le chemin qui va vous amener de vos rêves à leur réalisation. Merci Chanda pour ce partage. Je pense qu'il ne s'adresse pas qu'aux gens qui veulent rentrer, il s'adresse à toutes les personnes qui veulent faire le pas dans une direction donnée, qui veulent créer quelque chose, qui veulent entreprendre, qui veulent prendre même une décision sentimentale, familiale, etc., et qui ont trop peur. Tant que vous avez peur et que vous êtes paralysé, vous ferez rien. Trouvez le moyen, comme elle l'a dit, peut-être de tâter un peu le terrain et ensuite de vous jeter à l'eau. Vous n'aurez jamais tous les voyants verts, vous n'aurez jamais toutes les réponses, vous n'aurez jamais toutes les conditions favorables pour vous lancer. Et on va se laisser avec une petite phrase qui est extraite de l'album de développement personnel Soyons Rock, que vous connaissez peut-être. Si c'est pas le cas, regardez le lien. Vous allez découvrir de la musique urbaine de développement personnel. Et on reste dans la même lignée que ce qui a été dit par Chanda, qui a été brillamment présenté simplement et brillamment par elle. Moi, je dis souvent aux gens, si tu attends l'argent, le financement, si tu attends les gens, leur consentement, si tu attends le champ libre et le sentiment que c'est le bon moment, tu bougeras pas d'un centimètre. C'est clair, n'est-ce pas? Donc, il faut se jeter à l'eau. Et puis, petit à petit, vous allez voir, tout va s'éclaircir. N'est-ce pas, Chanda? Je suis totalement d'accord. Ben, écoute, merci beaucoup à toi. Merci. Merci pour ton temps. Merci pour cette ouverture d'esprit, cette transparence dans le partage. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite donc à partager cet épisode. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Et en attendant qu'on se retrouve pour un nouveau numéro, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons. Soyons rock!